Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc reprendre là où je me suis arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire sur la question des sources de la problématique analogique. Et je m'étais arrêté sur ce schéma un petit peu compliqué que je n'avais pas eu le temps de commenter autant que je l'aurais voulu. Ce schéma qui présente, disons, une vue d'ensemble de ce que j'appelle ici la maximalisation de l'isomorphisme, vise à montrer le rôle de l'arbitraire relatif, ce que j'appelle ici l'imitation par motivation syntagmatique. Alors, pour bien vous l'expliquer, il faut faire un petit pas en arrière pour revenir à un certain nombre de bases saussuriennes, si vous voulez, principalement sur le rapport entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif. Alors, je commence d'abord par vous rappeler que le signe linguistique pour Saussure, c'est un signe binaire qui a deux éléments seulement, le signifiant et le signifié. Le signifiant étant, disons, la partie auditive et le signifié, la partie signification. C'est un système binaire qui fonctionne par opposition, c'est-à-dire que les signifiants et les signifiés, ainsi que les signes, se définissent par opposition à d'autres signes. Alors, ce modèle binaire s'oppose aux modèles plus classiques qui sont ternaires, et j'ai souvent eu l'occasion de le dire, il y a là un véritable coup de force saussurien, une invention, avec cette idée que le référent ne joue aucun rôle dans la définition du signe linguistique, ce qui est évidemment une idée très originale par rapport à l'histoire des idées d'Aristote jusqu'à Peirce, puis Lyons, Morris, etc. Bien, alors, dans le cours de linguistique générale, je parle bien du livre Le cours de linguistique générale, qu'il faut distinguer de la pensée saussurienne elle-même. J'y reviendrai tout à l'heure. L'arbitraire apparaît comme étant le premier principe. Premier principe de la linguistique générale, l'arbitraire du signe. Alors, on verra tout à l'heure que c'est très largement une construction des éditeurs du cours de linguistique générale, qui sont Bally et Séchehet. Mais voici ce qui est écrit dans ce texte qui a beaucoup circulé, qui est très connu du cours de linguistique générale. Le lien unissant le signifiant au signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus simplement, le signe linguistique est arbitraire. Ainsi, l'idée de sœur, donc le concept de sœur, le signifié de sœur, n'est lié par aucun rapport intérieur avec la suite de son sœur, la suite de phonèmes, disons, qui lui sert de signifiant. Il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre, à preuve les différences entre les langues et l'existence même de langues différentes. Le signifié bœuf a pour signifiant bœuf d'un côté de la frontière et ox de l'autre. Alors, ça c'est vraiment la définition de l'arbitraire telle qu'elle est reprise par les linguistes du monde entier. En général, quand un linguiste français, hollandais, américain, peu importe, parle de l'arbitraire du signe, il renvoie à la définition saussurienne. Il se fonde sur cette définition saussurienne, entre guillemets, cette définition donc du cours de linguistique générale. C'est pour cela qu'il est important de la connaître, et on en verra bientôt les faiblesses. Alors, voilà, les langues sont différentes. Le signifié bœuf, quand je veux parler d'un bœuf, je peux dire bœuf en français, mais je dis ox en allemand. Donc on voit bien que la suite, les sons n'ont aucun rapport avec les significations. Dans un autre passage du cours de linguistique générale, Saussure insiste sur le fait que cette idée de l'arbitraire, cette caractéristique de l'arbitraire du signe, est en fait une caractéristique de la sémiologie générale, de la théorie des signes en général. Je lis la citation. Une remarque en passant. Quand la sémiologie sera organisée, elle devra se demander si les modes d'expression qui reposent sur des signes entièrement naturels, donc ça c'est l'opposé d'arbitraire, comme la pantomime, lui reviennent de droit.
en supposant qu'elle les accueille, son principal objet n'en sera pas moins l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe. Donc vous voyez que la sémiologie générale est ici présentée comme étant fondée, comme étant, disons, l'étude des systèmes de signes, mais qui sont fondés sur l'arbitraire du signe. Hein. Et ceux qui sont des signes naturels peuvent être accueillis, mais il n'empêche que le cœur de la sémiologie sera l'ensemble des systèmes de signes arbitraires. En effet, tout moyen d'expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective, ou ce qui revient au même sur la convention. Donc la notion d'arbitraire est liée à la notion de convention, c'est-à-dire j'utilise les sons sœurs pour dire sœur, tout simplement parce que c'est la convention qui caractérise ma langue, et donc c'est une habitude, une convention. Ce qui s'oppose, vous voyez, on oppose ici le conventionnel et l'habituel au naturel. Les signes de politesse, par exemple, doués souvent d'une certaine expressivité naturelle, alors désolé pour les étudiants chinois, hein, qu'on pense aux étudiants chinois qui saluent son empereur en se prosternant 9 fois jusqu'à terre, je ne sais pas si c'est encore une pratique coutumière, n'en sont pas moins fixés par une règle. C'est cette règle qui oblige à les employer, non leur valeur intrinsèque. Alors, ce qu'on veut dire par cet exemple, c'est que le fait de se prosterner, de se mettre dans une position d'infériorité, est une sorte de marque naturelle, visible, de respect à l'égard d'un empereur qu'on voit comme ayant une position hiérarchique supérieure. Donc, il y a une certaine naturalité. Mais en réalité, ce que Saussure nous dit, peut-être il y a quelque chose d'un peu naturel, mais néanmoins, c'est une règle. Hein. Et c'est cette règle qui oblige à les employer, non leur valeur intrinsèque. On peut donc dire que les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les autres l'idéal du procédé sémiologique. C'est pourquoi la langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes d'expression, est aussi le plus caractéristique de tous. En ce sens, la linguistique peut devenir le patron général de toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système particulier. Alors vous voyez que là, il y a une autre idée dans la dernière partie de la citation qui est assez intéressante, qui n'est pas au centre de mon propos, mais je la commente quand même parce que c'est quand même un renversement qui n'est pas forcément évident. La sémiologie est définie comme comme l'étude de l'ensemble des systèmes de signes. Les langues ne sont que des systèmes de signes particuliers. Donc la linguistique devrait être une sous-partie de la sémiologie, une branche de la sémiologie. Mais ce que Saussure indique ici, c'est que comme les langues sont des systèmes de signes particulièrement perfectionnés, la linguistique est en quelque sorte devient le modèle de toute sémiologie. Vous voyez, c'est une idée avec laquelle on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais qui a été également suivie par des gens comme Barthes à un moment donné. Enfin. Alors, précisons que cette notion d'arbitraire se décline dans le cours de linguistique générale en deux formes d'arbitraire, l'arbitraire relatif et l'arbitraire absolu. Alors, l'arbitraire absolu, c'est l'arbitraire qui a été décrit ici. Hein. Il n'y a aucune relation entre le signifiant et le signifié. Le lien est complètement aléatoire et irrationnel. C'est une simple habitude, une coutume, une convention. Les exemples typiques, c'est bœuf-ox. Hein. La différence entre les langues montre bien qu'il y a de l'arbitraire. Que l'arbitraire est caractéristique donc de l'ensemble des systèmes sémiologiques. Il est lié à des conventions, je l'ai déjà dit. Alors, seulement il y a des exceptions qui sont les onomatopées et les exclamations. Alors, bon, je ne vais pas commenter cela en détail, mais ce sont les deux seules objections que Saussure indique. Hein. Les onomatopées, d'abord. Bon, alors, son argumentation consiste à dire que si les onomatopées étaient véritablement naturelles, étaient vraiment des signes naturels, eh bien, historiquement, elles auraient cette caractéristique de naturalité également. Hein. Or, des
l'exemple de mots comme fouet ou glas. Alors fouet, on peut imaginer que c'est un peu onomatopéique. Fouet, le mot fouette. Hein, vous voyez l'idée. Mais seulement, historiquement, fouet vient de fagus. Alors fagus, ça fouette moins, hein, dans l'esprit de... donc voilà, il se trouve que on a cette impression d'onomatopéique, mais en réalité, ça ne correspond à rien de profond dans l'histoire de la langue. Donc, conclusion, la qualité de leur son actuel, ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de l'évolution phonétique. Bon, on n'est pas obligé d'accepter cette idée, il faudrait voir précisément l'évolution de fagus à fouet. Maintenant, pour les véritables onomatopées comme glou-glou, tic-tac, eh bien, son argument va être un peu le même qu'avec le cas des signes de politesse. Saussure va nous expliquer, enfin tout au moins le cours de linguistique générale va nous expliquer que ces signes ont une apparence de naturalité, de ressemblance entre le signifiant et le signifié. C'est sûr que tic-tac, ça ressemble un peu au bruit du réveil, donc il y a une imitation, hein, il y a quelque chose, il y a un signifiant qui a une raison, hein, par rapport au signifié, d'appeler un réveil tic-tac, ou de parler du son que produit le réveil en disant tic-tac. Sauf que, quand on compare, là encore une fois, les langues, on se rend compte qu'il y a des différences malgré tout. Hein, et que là où pour le cri du chien, on dit wa-wa, wa en français, en allemand on va dire vao-vao, bon, et dans d'autres langues on dira autrement, je ne sais pas comment on dit en espagnol. Wa-wa. En chinois wa-wa. Bon, alors, vous voyez que c'est quand même... Il y a quand même quelque chose. Hein. Donc, bien sûr, on peut toujours dire ça n'est pas exactement pareil. Mais, en réalité, les ressemblances sont beaucoup plus grandes que les différences. Un autre exemple célèbre, c'est le cocorico. Hein. Cocorico, kikeriki, kukeliktoldou. Bon, il y a quand même des ressemblances très grandes d'une langue à l'autre. Vous voyez, pour le chinois, c'est quoi ? Bon, vous voyez, c'est quand même très proche de cocorico. Hein. Donc, bon, il y a des... si vous voulez, l'argument consistant à dire que l'onomatopée est malgré tout arbitraire parce qu'il y a des différences entre les langues, certes, on peut l'admettre, hein, ça n'est pas un reflet exact, mais la ressemblance quand même qu'il y a entre les onomatopées des différentes langues montre qu'il y a quand même quelque chose de réellement onomatopéique dans cette affaire. Et d'ailleurs, un certain nombre de travaux récents le montrent d'une manière plus précise. Bon, voilà, mais la conclusion de Saussure là-dessus, c'est de dire, preuve évidente, qu'elles ont perdu quelque chose de leur caractère premier, pour revêtir celui du signe linguistique en général qui est immotivé. Donc vous voyez que c'est un peu l'affaire du verre à moitié vide et à moitié plein. Hein. Saussure insiste sur tout ce qui est immotivé pour vraiment éliminer toute possibilité que le signe puisse être défini par son caractère naturel. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui est une sorte d'idée préalable. C'est un principe, hein, qu'on veut retrouver partout. Ça n'est pas une hypothèse de travail chez Saussure. C'est un principe. Certains linguistes considéraient que c'est une sorte d'idéologie. Hein. Donc on l'admet et on le voit partout, mais on ne met pas cette question à l'examen. Même chose pour les exclamations. Hein. On pourrait, vous lirez ça à tête reposée si vous voulez, on a un argument du même genre. Alors maintenant, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est la différence entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif. Alors, j'ai déjà exposé ça à certains d'entre vous, je le reprends un peu rapidement. Voici de nouveau ce qu'on lit dans le cours de linguistique générale. Le principe fondamental de l'arbitraire du signe n'empêche pas de distinguer dans chaque langue ce qui est radicalement arbitraire, c'est-à-dire immotivé, de ce qui ne l'est que relativement. Une partie seulement des signes est absolument arbitraire, chez d'autres intervient un phénomène qui permet de reconnaître des degrés dans l'arbitraire, sans le supprimer. Le signe peut être relativement motivé. Alors, des degrés dans l'arbitraire, ça peut être un peu ambigu. On peut dire que les degrés, c'est qu'il y a de l'arbitraire absolu et de l'arbitraire relatif, mais on peut l'interpréter, je pense, plus finement en disant qu'il y a des degrés dans l'arbitraire relatif.
Et d'ailleurs, le schéma que je veux commenter ici, que je vous ai donné tout à l'heure, ce schéma, cette flèche-là qui indique une progressivité entre une motivation maximale et qui va jusqu'à l'isomorphisme, donc une motivation minimale, c'est précisément les degrés de motivation relative qu'elle indique. Alors, ces degrés de motivation relative, quels sont-ils ? D'abord, pour opposer l'arbitraire absolu à l'arbitraire relatif, les exemples que donne Saussure sont simples. Alors, 20 relève de l'arbitraire absolu, parce que je ne peux pas calculer le signifié de 20 à partir de son signifiant, mais 19 relève de l'arbitraire relatif. Pourquoi ? Parce que si je connais le sens de 10 et si je connais le sens de 9, je peux très bien deviner le sens de 19. Bon, bien sûr, il faut que je sache que c'est 10 plus 9 et pas 10 fois 9, par exemple. Mais donc il faut que je connaisse trois choses. Il faut que je connaisse la règle de calcul, et puis le sens de 10, le sens de 9. Mais n'empêche que c'est quand même grâce à ça, grâce à la motivation relative, que vous pouvez comprendre n'importe quel nombre. Si je vous dis 683 499, vous comprenez. Tout simplement, vous comprenez par motivation relative. Même si vous n'avez jamais entendu ce mot, le signifiant vous permet de calculer le signifié. Donc à partir du moment où le signifiant permet de trouver le signifié, ça veut dire que le lien entre signifiant et signifié n'est pas arbitraire. Alors qu'avec 20, vous ne pouvez pas. Il faut avoir appris une bonne fois pour toutes que le son 20 correspond à la signification 20. D'accord ? De même pour cerisier par rapport à frêne. Bon, si vous connaissez poirier, pommier, que vous connaissez cerise, vous pouvez deviner cerisier. Un exemple que je donne souvent, c'est le cacaoyer. Bon, c'est pas un mot très courant en France en tout cas, mais vous pouvez deviner que c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao. Bon, sans l'avoir jamais entendu ce mot, vous devinez son sens. Bon, alors que frêne, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un frêne, un chêne, vous ne pouvez pas deviner. De même, vacher, berger. Le vacher, c'est celui qui garde les vaches, donc c'est de l'arbitraire relatif, vous pouvez deviner. Bon, le berger, c'est pas celui qui garde les berges, donc on peut pas le décomposer, même s'il a une apparence de suffixation, si vous voulez, qui ressemble à vacher, mais ça n'est pas le cas. Le berger, c'est de la motivation, c'est de l'arbitraire absolu. D'accord ? Alors, l'arbitraire relatif signifie donc que le signifié est prévisible à partir du signifiant. Prévisible au sens de calculable d'une certaine façon. Donc, il y a un aspect rationnel. Et dans le cours de linguistique générale, ce principe de la motivation relative a une grande importance en fait, puisque c'est là-dessus que repose la systématicité de la langue. Mais je vais y revenir dans un instant. Je voudrais maintenant attirer votre attention en revenant sur l'arbitraire absolu, sur des problèmes que pose la définition de l'arbitraire absolu chez Saussure. Deux problèmes, pour commencer, qui sont les plus importants peut-être. D'abord, la différence entre la pensée de Saussure et ce qui est dit dans le cours de linguistique générale sur l'arbitraire. Et puis d'autre part, la confusion qu'il y a entre signifié et référent dans l'argumentation qui apparaît dans le cours de linguistique générale, qui a été remarquée notamment par les linguistes Damourette et Pichon et puis par Benveniste. Alors, je prends ici un article de Simon Bouquet qui a travaillé sur les manuscrits de Saussure et sur justement la différence entre le Saussure tel qu'il apparaît dans le cours de linguistique générale et le Saussure qui apparaît à partir des écrits de linguistique générale, donc à partir de ses textes à lui. Alors il dit la chose suivante, et là j'ai pris juste un passage significatif. Première constatation, dans tous les passages où la mention de la question de l'arbitraire par Bailly et Séchelet correspond effectivement à un ou plusieurs énoncés de Saussure, 9 passages sur les 16, les éditeurs semblent ne pas avoir été attentifs à l'ambiguïté du terme de signe et s'être laissés piéger par leur parti pris terminologique. En effet, dans ces 9 cas, le texte maintient le mot signe qui, dans leur terminologie, renvoie à l'entité globale, alors que dans le manuscrit source, l'occurrence de signe renvoie clairement à signifiant. Donc,
Il y a, dans les textes de Saussure, il dit parfois signe pour signifiant. Du coup, leur triade rétrospective signe, signifiant, signifié a ici pour effet pervers de distordre la pensée saussurienne, le CLG, le cours de linguistique générale, donc, donnant l'impression que Saussure envisage un concept global d'arbitraire, et notamment un arbitraire symétrique du signifiant et du signifié, alors qu'au contraire, dans tous ces passages, le linguiste genevois se place strictement du point de vue de l'image acoustique, pour affirmer que celle-ci n'a aucun lien avec le concept qu'elle représente. En bref, selon la leçon de ces passages, ce que Bailly et Séchelet appellent arbitraire du signe serait plus judicieusement nommé dans la terminologie qu'ils ont choisi d'adopter, arbitraire du signifiant. Bon, ça c'est une précision terminologique pour dire que quand on revient au manuscrit de Saussure, ce qui est arbitraire, c'est pas le signe comme s'il n'y avait vraiment aucun lien possible entre signifié et signifiant, quel que soit le point de départ, que le signifié est arbitraire par rapport au signifiant ou le signifiant arbitraire par rapport au signifié. Ici, c'est clairement de l'arbitraire du signifiant qu'il s'agit. Mais le plus important, c'est la chose suivante. Deuxième constatation, dans tous les autres passages, les énoncés sur l'arbitraire ont été créés de toutes pièces par Bailly et Séchelet. Alors ça, c'est quand même plus gênant. Ceux-ci parlent à nouveau d'arbitraire du signe, là où cette fois, aucune proposition sur l'arbitraire ne figure dans les textes originaux. Cette deuxième catégorie d'énoncés ne reflète pas la présentation saussurienne asymétrique d'un arbitraire du signifiant, mais renforce au contraire un concept indifférencié d'arbitraire, etc. De ces deux constatations, il ressort que le concept d'arbitraire du signe tel qu'il est présenté dans le texte de 1916 peut être tenu pour un concept fantôme créé par Bailly et Séchelet. Autrement dit, en résumé, si vous voulez, si on se penche sur les écrits de Saussure, sur les manuscrits de Saussure, sur ce que Saussure pensait vraiment, il n'a pas une idéologie de l'arbitraire aussi forte que ce qui paraît dans le cours de linguistique générale. D'ailleurs, vous savez peut-être, pour certains d'entre vous, que Saussure est aussi l'auteur de ce qu'on appelle les anagrammes. Il y a un texte assez beau qui a été publié sur ce sujet. Il cherchait à trouver des messages codés dans la poésie latine, saturnienne, etc. Donc, s'il croyait à ce point à l'arbitraire, il n'aurait jamais fait cette recherche. Donc, sans doute, c'est là où il faut vraiment prendre la précaution de faire la différence entre le cours de linguistique générale d'un côté qui est écrit par Bailly et Séchelet et qui contient des propositions qui ne reflètent pas la pensée de Saussure, et puis la pensée de Saussure elle-même. Cela dit, le texte qui a eu un impact dans l'histoire intellectuelle, c'est quand même le cours de linguistique générale. Et c'est cette idée que tout le monde a repris et reprend encore. Bon, deuxième problème, plus important, à mon avis, c'est la confusion entre signifiant et signifié. Alors, là, c'est d'abord Damourette et Pichon, les célèbres auteurs de cet énorme essai de grammaire de la langue française, qui s'appelle Des mots à la pensée, qui est un texte sur lequel on pourrait beaucoup travailler parce que c'est vraiment passionnant et très original, enfin bon, bref, mais on ne peut pas tout faire. Alors, eux ont très vite remarqué que Saussure faisait une confusion lorsqu'il dit que le son bœuf et le son ox correspondent au signifié bœuf. En réalité, ça n'est pas au signifié bœuf, c'est à l'animal, au référent. Voilà, c'est la chose. Si vous avez un Français et un Allemand qui disent ce qu'il y a devant eux, l'Allemand va dire ox, le Français va dire bœuf, pour désigner cet animal. Donc c'est un lien entre le signifiant et l'objet qui est ici. Ou tout au moins le concept, si on veut, enfin, disons, le concept dont cet objet est une occurrence. Bien. Mais si on pense au signifié des mots bœuf et ox, les deux signifiés sont différents en réalité, parce que vous avez des oppositions en français qui définissent le signifié de bœuf, entre bœuf, vache, taureau, etc., où il n'y a pas l'équivalent en allemand, où vous avez ox, stier, boule, etc., enfin, des mots qui ne se recoupent pas du tout en réalité dans leur signification. On peut illustrer ça par l'anglais.
Oui. où on a calf et ville, mutton et sheep, Oui, oui, tout à fait. C'est un autre exemple. beef et ox. Voilà. Alors, est-ce que, pour l'exemple de mutton et sheep, hein, si on imagine un Français et un Anglais qui sont en train de contempler un mouton, le Français va dire mouton, l'Anglais va dire sheep. Est-ce qu'on va dire qu'il y a deux signifiants différents pour un même signifié? Il y a deux signifiants différents pour désigner le même animal. Mais le signifié de sheep est forcément différent du signifié de mouton, puisque en anglais vous avez l'opposition mutton pour la viande de mouton et sheep pour l'animal mouton. Donc les frontières du signifié sheep sont différentes des frontières du signifié mouton. Donc ils n'ont pas le même signifié. Donc on ne peut pas s'appuyer sur la différence entre les langues pour dire qu'il y a un arbitraire entre signifiant et signifié. Il y a peut-être, comme l'a dit Benveniste, un arbitraire entre le signe et la chose, mais en tout cas pas entre signifiant et signifié. Quand tu dis comment on mémorise un mot par trois entrées principales, donc ça veut dire l'exem, l'âme et le concept. L'exem, ça veut dire signifiant et signifié. Le lexème, c'est le signifié. L'âme, c'est signifiant. Non, non, à chaque fois, ce sont des façons de caractériser le signifié. Hein. Le concept, le lemme et le signifié. Quand on dit sheep, oui. on pense à la bergère. Quand on dit mutton, on pense à la côtelette. Exactement, les réseaux d'associations ne sont pas les mêmes. Et quand on dit mouton, on peut penser à la bergère qui mange une côtelette. On peut penser aux deux. Ok, alors, il y a autre chose encore dans cette présentation, autre chose de problématique dans cette présentation de l'arbitraire dans le cours de linguistique générale. C'est que Saussure dit que l'arbitraire relatif est une limitation de l'arbitraire absolu. Mais on peut à juste titre trouver cette idée de limitation un peu curieuse. Parce que, au fond, ce qu'il dit par ailleurs et qui n'est pas cohérent, c'est que l'arbitraire relatif n'enlève pas l'arbitraire absolu. C'est-à-dire que, par exemple, 19 relève de l'arbitraire relatif, mais 10 et 9 relèvent de l'arbitraire absolu, séparément, chacun. Donc, on a plus l'impression d'une conjonction des deux phénomènes, c'est-à-dire il y a une combinaison d'arbitraire absolu et d'arbitraire relatif, plutôt qu'une limitation dans cette présentation. Alors, pour comprendre cette limitation, il faut s'imaginer non plus un signe tout seul, mais un système de signes. Si vous avez un système de signes dans lesquels il y a beaucoup de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif, eh bien, vous aurez plus de facilité à apprendre, à mémoriser les mots correspondant à ce système, parce que vous aurez de la combinatoire avec un petit nombre de briques de base. Donc ça veut dire que, mettons que sur un ensemble de 100 signes, vous ayez 50 signes qui relèvent de l'arbitraire relatif et 50 qui relèvent de l'arbitraire absolu. Dans un système de signes comme celui-là, l'arbitraire par rapport, et si on compare un système comme ça de 100 signes avec un autre dans lequel il y a 10 signes qui relèvent de l'arbitraire absolu et 90 qui relèvent de l'arbitraire relatif. D'accord ? Donc, un système de signes dans lequel 50 signes relèvent de l'arbitraire relatif, 50 de l'arbitraire absolu, un autre dans lequel 90 signes relèvent de l'arbitraire relatif et 10 de l'arbitraire absolu. Eh bien, la relation entre l'arbitraire relatif et l'arbitraire absolu, vous voyez qu'elle est quantitative, c'est-à-dire plus dans un système de signes clos, par exemple 100 signes,
plus l'arbitraire relatif est grand, plus forcément, c'est-à-dire plus, quand je dis plus l'arbitraire relatif est grand, je veux dire plus il y a un grand nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire relatif. Eh bien, plus forcément, le nombre de signes qui relèvent de l'arbitraire absolu est petit. Et c'est en cela que l'arbitraire relatif entraîne une limitation de l'arbitraire absolu dans un système de signes. Alors je vous donne un exemple très concret que j'ai déjà suggéré tout à l'heure. Prenez l'ensemble, le système de la numération. C'est un système, hein, un ensemble de mots qui ont pour signifier des nombres. Est-ce que de la linguistique, là, quand on parle justement de penser à ça, Oui. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est de la linguistique. Mais Ce sont des mots, hein. Est-ce que c'est justement parce que le langage de mathématiques est équivalent à la linguistique? Oui, non, mais. Les couleurs, moi je dis 1, 2, 3, 4. Il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait vérifier, on pourrait comprendre, on pourrait calculer le signifié. Mais mon problème, c'est l'absolu relatif et l'absolu, l'arbitraire absolu, l'arbitraire relatif. Est-ce qu'on est vraiment dans la même chose ici? C'est comme les couleurs au fond. Est-ce qu'on est Ah non. linguistique ou en enseignement là? Non, non, on est. Oui, oui. Non, mais alors attendez, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement et vous allez voir. Je pense que votre question sera éclairée de fait. Les mots français, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 30, 31, 32, etc., sont des déterminants. Ce qu'on appelle des déterminants numéraux. D'accord ? Donc en tant que tels, ce sont des parties du discours, ce sont des mots du français, etc. Si je prends l'ensemble des déterminants numéraux, alors simple, hein, je ne prends pas les fractionnels 3/4 de, etc., je prends que les simples. Je prends l'ensemble des déterminants numéraux, qui est un ensemble infini, bien sûr, hein, mais ça forme un système. J'ai besoin de combien de briques de base pour fabriquer ce système? Bon, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À partir de 17, c'est de l'arbitraire relatif. Donc là, j'en ai 16. Non, 12, c'est arbitraire absolu aussi. 12, 13. Alors 13, on pourrait trouver une ressemblance avec 3, mais bon, c'est déjà plus compliqué. Mais ce qui est clairement dans le système, vous avez 16, ensuite 17, 18, 19, c'est arbitraire. Hein. Ensuite, vous avez 20, pardon. Donc 16, 30, 40, 50, 60. Après 70, c'est arbitraire relatif. 80, c'est arbitraire relatif. 90 aussi, etc. Bon, vous voyez, je n'ai pas fait le compte précis, mais avec 25 signes de base, vous fabriquez n'importe quel nombre. D'accord ? Après, il faudra ajouter 100, 1000, millions, mais il n'y en a pas beaucoup à ajouter. Hein. Bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez besoin de 25 signes qui sont arbitraires absolus pour fabriquer un système dans lequel il y a une infinité de mots. Donc, le rapport qu'il y a entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif, c'est que, certes, on a besoin de l'arbitraire absolu, mais que, quantitativement, ça joue un rôle complètement secondaire par rapport à l'ensemble des systèmes de signes. Vous voyez ? L'arbitraire absolu bute sur une impossibilité, parce que le nombre d'objets dans le monde est infini. Donc s'il fallait un mot différent pour chacun d'entre eux, ça excède les capacités de Exactement. Donc on est... Oui, non mais voilà, après il y a des systèmes numériques un peu différents selon les langues, mais on a forcément, c'est pour ça que je donne cet exemple, mais il y aurait d'autres exemples. Prenez les systèmes de la conjugaison, qui sont très réguliers, ils relèvent beaucoup vous pouvez conjuguer, une fois que vous avez compris le mode de formation, le mode de conjugaison des verbes du premier groupe, par exemple, vous pouvez conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe. Sinon, vous avez affaire à un verbe irrégulier, etc., etc. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, vous voyez que partout où il y a de la régularité dans les langues, eh bien, il y a de l'arbitraire relatif.
Oui. Combien de lettres avec ces lettres là, 29, ça dépend. Oui, là vous décrivez le système graphologique, enfin comment on... Oui, je veux dire que c'est similaire, c'est comme à peu près pour le langage des mathématiques. J'ai toujours eu ce problème en fait. Surtout l'alphabet mathématique, pour moi, de 0 à 10, c'est un système. C'est un système, c'est un langage qui entre dans d'autres. Hein, c'est comme, pour moi, les lettres, les phonèmes. Ah oui, c'est pas la même chose. Oui, non, les phonèmes. Non, c'est comme le cycle, je ne sais pas comment dire, comme les lettres, l'alphabet, pour le langage humain, disons comme ça, humain naturel, naturel et mathématique. Pour moi, en fait, avec les 29 lettres, disons, à arriver à l'époque de langue, l'alphabet, il pourrait faire oui. Des livres. Alors, C'est pas seulement le même système, pour moi, c'est la même chose. Alors, il y a une différence quand même, je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire vous pourriez donner aussi l'exemple avec un petit nombre de notes de musique qu'on fabrique n'importe quelle symphonie, etc. D'accord. Ce qui est particulier dans l'exemple des nombres, c'est qu'on a vraiment affaire à des couples signifiants-signifiés. Hein. C'est-à-dire, là, ce que je veux essayer de montrer, c'est que dans la notion, dans le rapport entre arbitraire absolu et arbitraire relatif, qui met en jeu la relation entre signifiant et signifié, j'ai une certaine caractéristique du signe qui fait qu'il est analogue et pas arbitraire, alors que quand vous prenez l'idée que la combinatoire des phonèmes permet de fabriquer n'importe quel mot, vous changez d'articulation, comme dit Martinez, c'est-à-dire que vous combinez des phonèmes pour obtenir des morphèmes. Bon, mais c'est un autre problème quand même si ça donne l'impression que c'est similaire. Monsieur, vous aviez une remarque ? C'est ce que vous vouliez dire ? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, quand vous parlez de l'arbitraire pas relatif, moi je trouve ça plus arbitraire que l'arbitraire absolu. Parce que dans le cas de l'absolu, tout ça vient, ça peut être un nombre d'absolus, alors que quand je dis 4 fois 20, là, c'est là où je sens qu'il y a une volonté de créer ce mot-là et pas de dire 8 fois 10. Là, c'est 4 fois 20 en fait. Donc, c'est quoi en fait dans l'ensemble quand on prend les choses dans l'autre sens? Non, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. C'est pas entièrement arbitraire parce que ça obéit à une règle. Il y a un calcul possible. Alors on aurait pu dire autrement que 80. Hein. D'ailleurs, on dit 70 en Belgique au lieu de dire 70. Hein. Donc sur ce plan, il y a une forme d'arbitraire, parce qu'il y a un choix si on veut. Hein. Mais malgré tout, il y a on pourrait dire une motivation. C'est-à-dire, on peut, malgré tout, qu'il s'agisse de 70 ou de 70, on peut comprendre, même si c'est a posteriori, pourquoi on utilise le mot 70 et pas truc-muche pour dire 70. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, attendez, C'est justement la question que j'ai, justement, c'est ça, cette forme de motivation qui, en fait, la preuve d'un choix et donc de l'arbitraire. En fait, moi, c'est ça le problème que j'ai. Je comprends pas votre question, vraiment. Je suis désolé, je sais pas. Est-ce que c'est... Non, vous non plus. Il dit quand on fait un choix, c'est pas arbitraire. Vu qu'on a fait le choix de faire une règle comme ça, le choix, c'est la base même de l'arbitraire. Ah, vous voulez dire que le choix, c'est arbitraire? Oui, c'est ça. Ah non, sinon... Toute phrase de motivation, c'est une phrase de l'arbitraire, en fait. Donc, non, alors là... Comme le chiffre 20, c'est pas vraiment de l'arbitraire. Enfin, ça n'a pas été vraiment décidé. Il n'y a pas de chiffre. Ah non, non, non. Oui. En plus, il y a pas... Non, mais d'accord. C'est une erreur très courante, hein. Les gens parlent de chiffres pour n'importe quoi. Oui. Il y a 10 chiffres. Il y a 10 chiffres. Oui, oui, le nombre 20. D'accord. Très bien. Non, mais d'accord, je vois ce que vous voulez dire. En fait, c'est sur le mot motivation et arbitraire que... Mais là, c'est parce que vous réinterprétez le vocabulaire d'une façon... en prenant le sens, enfin pas exotique, mais en prenant le sens de ces mots dans le langage courant, alors que là, on les prend
dans leur terminologie technique en linguistique. Hein. Arbitraire, ça veut dire qui n'a pas de raison. Dire qu'il y a un lien arbitraire entre le signifiant et le signifié, ça veut dire que il n'y a pas de raison pour lesquelles on utilise tel signifiant pour tel signifié, et le corollaire majeur, et c'est ça le fond de l'arbitraire, c'est qu'il est impossible de deviner le signifié à partir du signifiant. Parce que précisément c'est arbitraire purement conventionnel. Alors que dans le cas de l'arbitraire relatif, vous pouvez deviner le signifié à partir du signifiant, ce qui montre bien qu'il y a un mode de calcul du signifié, si vous voulez, enfin un mode de calcul, c'est une mauvaise expression, mais il y a une formation du signifiant qui est cohérente avec le signifié. Vous voyez ? Je vous en prie, allez-y. Non, mais vous êtes là aussi pour... En fait, pour moi, déjà, au début, il y a quelque chose d'arbitraire, que ce soit pour le 1, 2, 3, 4... Ça, on est d'accord. Alors pourquoi j'ai dit c'est 1 on aurait pu se mettre d'accord avec la convention, j'appelle ça 2. Oui. Je ne peux pas le... Je veux dire par là, c'est toujours le référent qui est en question. Certes, parce qu'en fait, dans le système, j'appelle ça le langage mathématique. Hein? Encore une fois, avant, il y avait l'arbitraire. Quand j'ai décidé de faire 1, 2, 3, 4, hein, il y avait déjà, c'est comme l'arbitraire absolu pour le système linguistique, par exemple. Alors, si je veux comprendre le langage mathématique comme la numérisation, comme quelque chose de relatif, ça veut dire qu'il est doublement arbitraire. Est-ce que j'ai bien compris là? Alors là, j'avoue que votre remarque me perturbe un peu. Je ne comprends pas. Je ne peux pas le comprendre autrement. Pourquoi on a fait la distinction? C'est doublement arbitraire. C'est comme à peu près quand je dis un discours dans le discours. Alors c'est une sous-catégorie à double titre, il est arbitraire. Voilà. À double titre, il est arbitraire. Justement, c'est pour ça que j'étais un petit peu... Non, remplaçons arbitraire par imprévisible. Si on remplace arbitraire par imprévisible. Oui, mais là, on commence à entrer dans des... Bon, alors écoutez, je vais arbitrairement décider qu'on arrête les questions. Non, parce qu'il faut qu'on laisse la place pour les exposer. Je reviendrai très rapidement sur ce point pour enchaîner la prochaine fois. Alors, donc, vous êtes deux. Est-ce que l'un de vous a envie d'intervenir en premier? Est-ce que vous avez une préférence?